Bonjour à tous, merci pour votre écoute. Alors, la présentation que je voudrais partager avec vous s'intéresse au croisement entre la justice écologique et la justice épistémique, en mobilisant la notion d'enquête sociale qui a été proposée par le philosophe américain John Dewey. Alors, juste une remarque préliminaire, avec mes collègues Daniel Magda et Pierre Stassard, nous avons fait le choix de privilégier la notion de justice écologique plutôt que justice environnementale pour sortir d'une approche strictement anthropocentrée. Donc voilà, juste une précision pour le choix du vocabulaire. Et avant de vous parler donc de ces différentes notions d'enquête, de justice écologique et de justice épistémique, je voudrais faire un rapide détour sur mon terrain d'étude où je réalise une enquête ethnographique pour le moment à Fos-sur-Mer, qui est située dans le sud de la France, à une cinquantaine de kilomètres de Marseille, en bord de Méditerranée. Donc Fos-sur-Mer, c'est ce territoire-ci, qui est situé dans le prolongement de la Camargue et sur lequel, à la fin des années 60, l'État français a décidé d'y implanter une zone industriello-portuaire, donc une zone industrielle qui s'étend sur 10 000 hectares. Pour vous illustrer juste quelques images rapidement, ici une vue de la ville de Fos où on voit les habitations et on voit la zone industrielle-portuaire qui est voisine immédiate des habitations et qui s'étend tout le long du pourtour du golfe de Fos. Ou encore ici une autre image où on se situe vraiment à l'entrée du golfe de Fos, ici à Port-de-Bouc, et on aperçoit le site pétrochimique de l'Avera. Alors évidemment, le voisinage et la proximité de ces sites industriels, de ces industries avec la population ne se fait pas de façon neutre, et donc ça a suscité différentes mobilisations qui ont fluctué au cours du temps. Mais à partir des années 2000, il y a eu de nouveaux projets industriels qui ont ressuscité de nouvelles mobilisations. Et ces mobilisations-là se sont déployées sur différents plans, mais elles se sont notamment concentrées sur la question de la connaissance et du savoir qui était produit sur l'impact de ces pollutions, à la fois sur l'environnement et sur la santé de la population. Et donc, ça a amené les citoyens, les associations environnementales et les élus locaux à demander, réclamer une politique scientifique territorialisée, donc adaptée aux enjeux spécifiques de ce territoire et en même temps plus indépendante par rapport aux connaissances qui étaient fournies à la fois par les industries et par l'administration en charge du suivi de ces industries. Et donc, ça a amené à la réalisation d'études environnementales et également à la création d'un institut éco-citoyen pour la connaissance des pollutions, qui est basé à Fos-sur-Mer. Et donc, il y a une structure qui rassemble à la fois des citoyens, des associations environnementales et des chercheurs, donc pour produire de la connaissance et une connaissance spécifique sur ce territoire. Donc ici, il y a deux exemples de campagnes de mesure. Une mesure de prélèvement de la qualité de l'eau du golfe de Fos, qui se fait donc en partenariat avec des plaisanciers et donc l'équipe de l'Institut, ou encore des observations de lichen pour essayer de déterminer la qualité atmosphérique, donc l'impact des pollutions dans l'atmosphère, donc des pollutions industrielles de l'atmosphère. Alors donc cet institut éco-citoyen se situe vraiment au croisement des enjeux entre la justice environnementale ou justice écologique et la justice épistémique. Et pour revenir sur la notion de justice écologique, alors sans retracer toute l'histoire de la notion, et juste pour rappeler brièvement, l'approche la plus courante qui est présentée donc, de la justice écologique, qui est celle qui a été proposée par David Schlossberg, en se basant sur une approche tridimensionnelle et en accordant de l'importance à la fois à la distribution des biens et des baux environnementaux, donc en se basant sur une approche de justice distributive, mais également en accordant de l'importance à la reconnaissance culturelle et à la participation, principalement participation au processus de prise de décision. Alors à ces trois dimensions, il y a d'autres auteurs qui ont également insisté sur l'importance d'inclure une dimension épistémique, que ce soit à travers la reconnaissance d'un pluralisme des savoirs ou d'une écologie des savoirs. Et Marie Gaille a également travaillé sur cette question en s'intéressant, elle, plus particulièrement sur l'évaluation des risques sanitaires et environnementaux.
et en soulignant le fait que ces risques environnementaux sont évalués par certaines formes de connaissances, mais que ces évaluations produisent également toute une série d'ignorances. Et donc que cette dimension épistémique, à la fois à travers la question de la connaissance et de l'ignorance, doit également être intégrée dans la justice écologique comme une quatrième dimension et inclus. Alors, par rapport à ce cadre de la justice écologique, nous, il y a deux questions qui nous ont amenés à nous dire que ce cadre-là pouvait continuer à être redéployé. Donc, le cadre de la justice écologique pouvait continuer à être redéployé. Ces deux questions, premièrement, il s'agissait de la prise en compte des indéterminations par rapport à un monde en plein bouleversement, tant d'un point de vue social qu'écologique, et donc ces bouleversements qui pourraient être pris dans le terme générique d'anthropocène. Et donc on se posait la question de comment prendre en compte ces indéterminations par rapport à la justice écologique. Et la deuxième question qui nous interpellait est celle qu'a posée Anna Tsing, notamment dans son livre Le champignon de la fin du monde, à savoir comment penser la justice sans le progrès, dès lors justement qu'on considère ces indéterminations et les vulnérabilités et la précarité que cela entraîne. Donc ces deux questions-là nous ont amenés à nous intéresser alors aux innovations sociales d'expérimentation et d'enquête de publics qui essayent ici et maintenant, donc dans l'idée de réinvestir le présent, s'intéresser aux dynamiques collectives, dynamiques sociales collectives au présent par rapport à une démarche de justice écologique qui s'intéresserait par exemple davantage aux responsabilités vis-à-vis des générations futures. Ici, notre volonté était réellement de s'intéresser à ce présent large. Donc de publics qui essayent à travers des alliances multiples, qui associent des citoyens, des chercheurs, mais ça pourrait être également des alliances plus larges entre des vivants humains et non humains, comme c'est le cas par exemple à Fos-sur-Mer à travers l'observation des lichens que fait les membres de l'Institut éco-citoyen. Et donc, ces publics qui essayent de répondre à travers justement ces processus d'enquête et d'expérimentation, de répondre aux troubles à la fois sociaux et écologiques qu'ils vivent. Et donc, ça nous a amené à nous intéresser à la proposition de John Dewey de mettre en évidence l'importance de l'enquête sociale et de l'expérimentation. Alors, pour ce philosophe, John Dewey, il considère que la vie est constituée d'une infinité d'expériences et que ces expériences sont des ajustements perpétuels ou des coévolutions entre un individu et son environnement. Et donc pour lui, faire une expérience signifie relier une action à quelque chose qui nous affecte. Donc c'est une façon de trouver la bonne réponse ou de réagir justement pour surmonter le trouble qui est vécu, qui est rencontré, tout en prenant soin des conséquences de son action. Et donc John Dewey, quelque part, met davantage l'accent sur le fait de prendre soin des conséquences de l'action plutôt que de vouloir rechercher les causes du trouble. Et alors, à partir du moment où ce continuum d'expérience est interrompu, parce qu'il y a justement un trouble qui est tel qui n'autorise plus la continuité de ces expériences, alors il y a lieu d'utiliser une méthode particulière qui est la méthode de l'enquête sociale, qui serait utilisée, donc une méthode utilisée par les publics, qui justement doivent apprendre à se coordonner entre eux pour établir ce continuum d'expérience quand il est interrompu. Et donc, cette enquête sociale, c'est l'ensemble, c'est la phase active de l'expérience ou l'ensemble des procédures qui mènent d'un trouble justement à ce continuum rétabli. Et pour cela, les publics s'appuient donc à travers cette enquête sociale sur la formation de connaissances partagées, sur la production de connaissances communes, et donc qui permet justement de faire du commun et donc de rassembler ce public qui est hétérogène. Et en même temps, à travers ces démarches d'enquête, c'est aussi pour justement ce public et ces enquêteurs donc de faire un effort de relier et de mettre en lien des choses disparates, antagonistes, donc des choses qui ne tiennent pas ensemble a priori. Alors, nous pensons que le croisement ou que l'utilisation de cette notion d'enquête sociale approfondit justement le croisement entre la justice écologique et la justice épistémique. Parce que
d'une part, il ne s'agit plus de reconnaître simplement un pluralisme des savoirs ou d'intégrer la dimension épistémique comme une quatrième dimension à ajouter à la justice écologique. Et en même temps, l'expérimentation et l'enquête sociale dépassent les conditions procédurales de participation. Nous pensons plutôt que faire intervenir l'enquête, ça permet de cultiver ce que les philosophes Isabelle Stengers et Vinciane Desprez appellent, et ici je voudrais les citer, donc cultiver la confiance dans la possibilité qu'un problème, lorsqu'il est libéré des généralités qui le prennent en otage, lorsqu'on lui donne sa chance, puisse se déployer dans des dimensions inattendues, puisse devenir ce qui oblige à penser, c'est-à-dire ce qui fait passer du refus à la création. Et cette idée de création est bien l'enjeu de l'enquête, parce que l'enquête n'est pas un processus qui observerait de façon neutre et détachée le réel, mais plutôt l'enquête crée du réel, et notamment du réel social. Et donc, utiliser cette notion d'enquête sociale pour la justice écologique, ce serait un saut qualitatif qui s'éloigne aussi d'une approche en termes de justice par les inégalités pour s'intéresser plutôt aux dynamiques de transformation, aux dynamiques transformatives. En sachant que pour John Dewey, la fin n'est jamais finale. L'objectif n'est pas d'atteindre ou de conserver une fin en soi, mais plutôt considérer la fin comme quelque chose qui est en vue, qui est à la fois provisoire et contextuel. Et donc, ceci nous amène à penser que l'enquête permettrait, à travers justement la formation de cette pensée collective, d'investir le présent et d'instaurer donc ici et maintenant une justice écologique qui serait prise comme un moyen, ou plutôt une fin en vue, toujours provisoire et contextuelle, et donc non plus seulement une fin en soi pour habiter des mondes abîmés. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et je me réjouis de poursuivre les échanges prochainement.